Les origines. Je suis née le 1er avril 1940 dans le petit village d'Init, non loin de Nyeri, capitale de la province centre du Kenya. Cette région des Hautes-Terres, butant dans les contreforts des monts Aberdare et dominée au nord par le mont Kenya, avait également vu naître mes grands-parents et mes parents. C'étaient des paysans de la tribu des Kikuyu, l'une des 42 ethnies du Kenya, et à l'époque, comme aujourd'hui, la plus importante par le nombre. Ils cultivaient un petit lopin de terre et élevaient quelques vaches, chèvres et moutons. 2 semaines après le début du Boria Nyiri, la saison des longues pluies, ma mère me mit au monde à la maison, dans une hutte traditionnelle aux murs de terre et de boue séchée, sans eau courante ni électricité. Elle était entourée de quelques cousines, tantes et amies, et la sage-femme du village était venue l'aider. J'étais la troisième enfant et la première fille de la famille. Et j'appartenais à cette génération charnière qui eut le privilège de connaître les ultimes vestiges du monde ancien, dont la culture, les traditions, les croyances, et jusqu'au paysage commençaient inexorablement à disparaître. Les campagnes des environs dites étaient alors encore vertes, luxuriantes et fertiles. La région était tapissée de forêts, sous bois et fourrés, foisonnant de fougères et de toutes sortes de plantes rampantes. Certains arbres, comme le mintundu, le mike et le mugo, donnaient des baies et des noix dont se régalaient les enfants. La terre d'un beau rouge sombre était riche et humide. Notre peuple cultivait de vastes champs de maïs, d'haricots, de céréales et de légumes bien irrigués et ne connaissait pas la faim. Le rythme des saisons était si régulier que l'on pouvait prédire sans trop de risque de se tromper que les grandes pluies des moussons commençaient à la mi-mars. Ces pluies enflaient si bien les rivières que jamais on ne manquait d'eau potable. Et quand juillet arrivait, le brouillard à couper au couteau n'étonnait personne. On savait qu'à cette période de l'année, on ne verrait pas à 3 mètres devant soi et que les matins seraient si froids qu'une gelée blanche recouvrirait les pâturages. En langue kiyuku, juillet se dit d'ailleurs Mun Nyoni, les mois où les oiseaux pourrissent, car les oiseaux mouraient de froid et tombaient des branches. Chaque naissance était célébrée par un très beau rituel par lequel la communauté accueillait le nouveau-né sur la terre de ses ancêtres, aussi abondante que généreuse. À peine le bébé avait-il poussé ses premiers vagissements que les femmes qui avaient assisté à l'accouchement allaient couper sur l'arbre d'un gros régime de bananes encore vertes. Si un seul fruit était un peu trop mûr, on avait été picoré. Il fallait alors en chercher un autre, généreux et entier, qui symboliserait la plénitude et le bien-être, des valeurs essentielles aux yeux de la communauté. Puis, elle faisait la tournée des potagers et de leurs champs pour ramener aussi à la jeune mère des patates douces et de la canne à sucre, mais pas n'importe laquelle. Seule la kigwa qui nyamuri, une variété indigène à tige mauve, faisait l'affaire. La future mère avait pour sa part engraissé depuis plusieurs mois un agneau qu'elle gardait jalousement à l'intérieur même de sa case. Pendant que les femmes collectaient les fruits et les légumes traditionnels, le père de l'enfant sacrifiait l'agneau et en faisait cuire un morceau. On ajoutait alors les bananes et les patates douces sur le grill et, avec la viande et la canne à sucre, on apportait les plats à la jeune maman. Celle-ci mâchait consciencieusement une bouchée de chaque aliment pour bien le réduire et donner la becqueté à son enfant. Tel fut donc mon premier repas. Avant même d'avoir tété le lait maternel, j'avais goûté les fruits de notre terre, du jus de banane verte, de canne à sucre mauve, de patates douces et d'agneau gras. Dès ma venue au monde, j'étais autant l'enfant de ma terre que celui de mon père, Mutuya Nyunji, et de ma mère, Wanjiru Kibisho. Conformément à la tradition Kikuyu, mes parents me donnèrent le prénom de ma grand-mère paternelle, Wangari.
C'est un prénom dont les origines remontent au mythe de la création Kikuyu. Mongé, le dieu suprême, créa tout d'abord les ancêtres primordiaux, Gikuyu et son épouse Mombi. Puis, trônant au sommet du mont Kenya, il leur montra les terres qu'il leur confiait. Leur territoire s'étirait à l'ouest vers les monts Abedar jusqu'aux collines du Nong et au Kilimambogo, et au nord jusqu'à Garbatula. Jikoyi et Mombi eurent 10 filles, Wanjiru, Mombiu, Wangari, Wanjiku, Wangi, Wanjesi, Wanjeri, Nyamburu, Weirimu et Weimunu, mais pas un seul fils. Lorsque le temps fut venu pour lui de marier ses filles, Jikuyu s'installa comme à son habitude sur le Mongunu, le figuier sacré, et implora Dieu de lui envoyer des gendres. Mongé lui ordonna d'envoyer ses 9 filles aînées, la plus jeune n'était pas encore nubile, dans la forêt et de demander à chacune de couper une branche aussi grande qu'elle. Lorsqu'elles revinrent, le père prit les branches et en fit un grand feu sous le Mugumo. Puis il sacrifia un agneau et le mit à rôtir. Soudain, 9 hommes surgirent des flammes. Jikuyu les ramena chez lui et donna ainsi un mari à chacune de ses filles. Toutes, y compris étrangement la plus jeune restée célibataire, eurent des enfants dont sont issus les 10 clans auxquels appartiennent depuis tous les Kikuyu. À chaque clan correspond une spécialité. Certains sont réputés pour leur nom divinatoire, d'autres pour leur artisanat, d'autres encore pour leur talent de médecin. J'appartiens au clan des Anjiri, qui est traditionnellement celui des chefs. À l'origine, les clans étaient organisés selon un rite matriarcal et matrilinéaire, mais sans que l'on sache très bien comment. Les hommes ont peu à peu dépossédé les femmes de leurs droits et privilèges tels que la transmission et la propriété de la terre, du bétail et des récoltes. Culminant à 5189 mètres, le mont Kenya est le deuxième sommet d'Afrique et bien qu'il soit à cheval sur l'équateur, il est couronné de glaciers et enveloppé dans les neiges 12 mois par an. Avec ses cimes acérées pointées vers le ciel, ce puissant massif dominant les hauts plateaux du centre du pays impressionnait sans doute beaucoup les peuples qui vivaient à ses pieds. Les Kamba, les Meru, les Ambu et bien entendu les Kiyuku qui vénéraient cette montagne et l'appelait le Kirinyaga, le lieu de la lumière. C'était lui qui dispensait tous les bienfaits de la nature, les pluies abondantes, les fleuves, les torrents, l'eau potable. Pour prier, les Kikuyu se tournaient vers le mont Kenya. Lorsqu'ils mettaient leur mort en terre, c'était aussi vers le mont Kenya qu'ils disposaient la sépulture. Et la porte d'entrée de leur maison donnait toujours sur la montagne. Ils étaient convaincus que tant que la montagne sacrée était debout, Dieu veillait sur eux et ils ne manqueraient de rien. Les nuages qui drapaient régulièrement le sommet étaient souvent porteurs de pluie et cette eau tombée du ciel leur rassurait de belles récoltes, du bétail en abondance et, partant, un climat de paix. En 1849, les missionnaires et explorateurs allemands Johann Ludwig Kraft et Johannes Rebmann furent les premiers Européens à voir le mont Kenya. Lorsqu'ils demandèrent à leur guide Kamba comment s'appelait la montagne, celui-ci, pensant que les étrangers parlaient de la calebasse qu'ils portaient à la taille, répondit « Kenya ». Le malentendu persista et les Britanniques donnèrent ce nom à la montagne, puis au pays tout entier. D'un bout à l'autre de l'Afrique, les Européens, en découvreurs, ont rebaptisé pratiquement tout ce qu'ils voyaient. En 1884, les Britanniques ont ainsi jeté aux orties notre Nyandarua, le cuir séché, cette chaîne de montagnes dont les plissements évoquaient ceux d'une peau durcie au soleil, pour inscrire sur leur carte le nom Aberdare, ainsi nommé en hommage à l'homme qui dirigeait alors le Royal Geographical Society. À la maison, nos parents nous apprenaient les noms Kikuyu, des montagnes, des rivières ou des régions, mais nous devions les oublier en franchissant les portes de l'école, où seuls avaient cours les noms coloniaux, forcément les bons, puisque ce sont eux que nous utiliserions aux examens.
Ce phénomène a désorienté beaucoup d'Africains et à ce jour, nous en sommes encore à gérer cette double réalité et à chercher nos repères dans un univers où s'entrechoquent tant de discordances. Mes arrière-grands-parents vivaient dans un monde précolonial. Je ne les ai pas connus, mais j'imagine qu'ils n'avaient aucun contact avec des tribus autres que celles des Hautes-Terres, mis à part les Maasai. Ces pasteurs nomades sillonnaient les grandes plaines à l'ouest des hauts plateaux pour faire paître leurs troupeaux de vaches et de chèvres dans les vastes prairies scandées par les crêtes soulevées il y a des millions d'années par les mouvements tectoniques qui creusèrent la grande vallée du Rift, immense balafre qui s'étire de la Jordanie jusqu'au Mozambique. Les Maasai menaient parfois des raids sur le village de Kikuyu, volant le bétail et massacrant les garçons. Les Kikuyu ripostaient par des incursions tout aussi ravageuses, mais les deux peuples connaissaient également de longues périodes de trêve, propices au commerce, au troc de produits agricoles, de bétail, de terres et même au mariage interethnique. Ces unions ont contribué à cimenter les liens entre les communautés et ont été un facteur de paix. À Nyeri, beaucoup de Kikuyu avaient des ancêtres Maasai, ce qui n'était jamais perçu comme un stigmate. Du sang Maasai coulait ainsi dans les veines de ma mère, qui, comme son père, était grand et souple, avait les pommettes hautes et les cheveux raides. Des traits plus caractéristiques que des Maasai que des Kikuyu. On m'a également raconté que ma trisaïeule paternelle était une Maasai, qui aurait été enlevée lors d'une incursion Kikuyu. En arrivant dans les Hautes-Terres, elle adopta les coutumes Kikuyu et appela son deuxième fils Muta, comme son propre père. Ce prénom est ensuite passé à mon père, puis a été transmis à mon second fils.